André. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Bonjour, bienvenue pour cette deuxième étape de la France, tous ses États. Je reçois Xavier Hofer, on va parler de l'affaire Epstein. À l'instant, on était plongé dans l'histoire avec Xavier Hofer qui me disait avoir connu, quand il est passé par Moscou, l'officier du NKVD, l'ancêtre du KGB, qui dirigeait Ramon Mercader, l'assassin de Trotsky. Vous voyez, on est plongé tout de suite dans l'histoire, un grand épisode de notre histoire du XXe siècle. Là, on est dans le XXIe siècle, on est en train d'ouvrir une page de l'histoire avec cette affaire gigantesque, à la fois judiciaire, peut-être criminelle, en tout cas médiatique, Jeffrey Epstein. Xavier Hofer, je vous présente, vous avez fait mille choses. Vous êtes un essayiste, un journaliste, un observateur. Vous avez eu plusieurs vies, vous avez connu beaucoup de monde. Vous disiez que vous aviez connu Souvarine quand vous enseigniez à Moscou. Donc vous êtes un observateur de l'histoire, vous connaissez les rapports entre les États-Unis, la Russie, ce qu'est l'Europe, et vous avez publié en 2023, Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture. Quand on lit le livre, vous avez annoncé il y a 3 ans, exactement, j'allais dire, fait par fait, mot par mot, ce qu'on est en train de vivre. Prémonition, vous aviez des informations que d'autres n'avaient pas, prémonition. Est-ce que vous vous doutiez que ce que l'on vit aujourd'hui, et vous l'écrivez dans le livre, allait se déployer, exploser de cette façon? Alors, j'avais pas d'informations particulières, j'avais des données de justice. C'est-à-dire que j'ai enseigné à George Mason University à Washington, qui a un département de criminologie, c'est là où j'enseignais, et beaucoup des étudiants avec qui j'avais été en contact sont après ça engagés par le ministère de la Justice et par le FBI, qui se trouve à quelques kilomètres de l'université en question. C'est avec eux que j'ai longuement discuté, et à mesure où des synthèses de justice ou des documents étaient publiés, c'est-à-dire rendus publics, eh bien ils me les envoyaient. Donc, comme ça, j'ai pu au départ échapper à toute espèce d'environnement conspirationniste, etc., et travailler uniquement avec des pièces rigoureuses. Alors, les pièces rigoureuses en matière de justice, elles ont 2 qualités. Premièrement, elles sont justes, et deuxièmement, elles permettent de prévoir ce qui va se passer ensuite, parce que la justice travaille sur des rails, naturellement, il y a toute une procédure, et donc c'est ce qui m'a permis d'écrire ce livre, dans lequel il n'y a pas tout, parce que beaucoup a été révélé depuis, mais dans lequel les fondamentaux n'ont pas été démentis par ce qui a été publié ensuite. Voilà, donc c'est un travail qui permet de donner la base, le socle de ce qu'on appelle l'affaire Epstein. Xavier Hofer, comment vous expliquez, je peux pas demander à tout le monde d'avoir lu votre livre, mais comment vous expliquez que ça a mis 3 ans pour sortir? Quel est le déclic qui a fait que ce que vous expliquez dans le livre est devenu un phénomène international? Ah ben ça n'a pas mis 3 ans, ça en a mis 30. Oui, bien sûr. Figurez-vous que les premiers... Depuis votre livre, en tout cas, voilà. Les premiers méfaits de Jeffrey Epstein à Palm Beach remontent à 1995 ou 1996. D'abord, le bureau de police, le Palm Beach Police Department, est saisi des plaintes d'une dame en disant il y a un triste sire qui a invité ma fille qui avait 14-15 ans chez lui pour lui faire un massage et puis qui après ça a abusé d'elle, et on est avant l'an 2000. Donc ça a duré pendant jusqu'en 2019, c'est-à-dire au moment où on l'arrête à son retour de France, justement. Et après ça, où il est jeté en prison dans laquelle peut-être il se donnera la mort, car c'est tout sauf sûr. Dans le périple en question, pendant 20 ans, la grande presse, les grands médias américains n'en ont rien dit. On regardait systématiquement ailleurs. Il y a eu un seul journal, le quotidien de Miami, qui s'appelle Miami Herald, qui, de façon très courageuse, avec une dame journaliste héroïque qui s'appelait Julie K. Brown, a page après page dit c'est un violeur, il a abusé de centaines de jeunes femmes, et ça elle le savait par les 2 environnements judiciaires de la région, c'est-à-dire la police de Palm Beach et le bureau du shérif.
c'est-à-dire qui couvre un espace géographique plus grand. Et ça a été tu pendant 20 ans. Alors maintenant, bien entendu, les mêmes journaux, ça essaye de se racheter, en mettre les bouchées doubles, mais pendant 20 ans, soigneusement, le Los Angeles Times, le Washington Post, le New York Times et le Wall Street Journal, c'est-à-dire les 4 géants de la presse américaine, ont soigneusement regardé ailleurs. Ça, c'est un fait. C'est clair, Xavier Refer, que c'est un prédateur sexuel gigantesque. C'est une machine de guerre à prédation sexuelle, avec une intelligence, un ogre, mais vraiment monstrueux et doté de capacités. Pour autant, cette omerta que vous signalez, là, que vous nous rappelez, que vous confirmez, on voit bien que c'est vrai qu'il y a eu une omerta partout. Elle est quand même due à c'est pas le simple fait que c'était un prédateur sexuel. Au contraire, ça aurait dû attirer l'attention. Ça veut dire qu'il a quand même un réseau de relations ou qu'il a du poids dans certains milieux qui fait qu'on n'ose pas. Est-ce qu'il fait peur? Est-ce qu'on a peur de l'attaquer? Certainement. Pendant des années, mais je me permets de rappeler quelque chose. Au moment où tout le monde regardait ailleurs pendant que Jeffrey Epstein multipliait, c'est sur procès verbal, vous comprenez, c'est pas des racontars des interceptions téléphoniques montrent qu'il disait à X ou Y au téléphone avoir besoin de plusieurs, de 3, voire 4 rapports sexuels et massages comme ça, des libidinaux par jour, tous les jours de l'année. C'était un ogre, donc sur ce plan-là, un gros consommateur. Appétit sexuel démesuré. Voilà, exactement. On va dire une obsession. Oui, une obsession. C'est un maniaque sexuel. Et au même moment où il faisait ça plusieurs fois par jour, un présentateur connu de la télévision des États-Unis, d'un des grands réseaux de télévision des États-Unis, a été renvoyé séance tenante parce que par inadvertance, au sortir d'une émission, il avait posé la main sur l'épaule d'une de ses consoeurs, l'épaule dénudée, c'était en été. Oui. Et donc, on est dans la dernière partie des années 90, début des années 2000, les États-Unis qui fonctionnent par grands coups de balancier, vous savez, ils sont dans une crise de puritanisme suraigu, et pendant ce temps-là, Jeffrey Epstein viole des jeunes femmes, c'est-à-dire il les contraint à des rapports sexuels non désirés, et parfois même elles sont mineures, sans que ça n'attire l'attention de personne pendant 20 ans. Voilà, c'est ça qui est extravagant. Alors, ce personnage aurait-il compris plus qu'un autre et de façon plus subtile qu'au fond de nous se cache quelque part, alors est-ce qu'on va consulter Freud ou Lacan, un obsédé sexuel, et qu'il savait aller chercher dans des personnalités dont il avait besoin des services, cet besoin sexuel pour le satisfaire, et vous voyez, je pense à la famille royale d'Angleterre, là. Il va pas n'importe où pour chercher ces relations. Et du coup, ça engendre ensuite un phénomène économique ou politique, mais qui est quand même lié au départ à une dérive sexuelle. Alors, comment ça se passe? Il se passe qu'il est pendant 15 ans au cœur de la bonne société de New York, qui est une ville-monde. Donc, tout le monde vient d'un peu partout. Et c'est là où échoue Ghislaine Maxwell quand son père meurt, lui aussi dans des circonstances bizarres, suite à une escroquerie monstrueuse. Donc, mais elle a un avantage pour Jeffrey Epstein, qui essaye d'entrer partout, de forcer toutes les portes. Encore aujourd'hui, il y a des grands chefs d'entreprise françaises qui disent « mais on a été obligé de se battre pour lui interdire l'entrée de chez nous ». Il essayait de s'infiltrer partout. C'est un maniaque. Vous savez, quand vous passez votre vie à faire quelque chose, à la fin, vous avez du succès. Alors, il a passé toute sa vie, lui, qui était le fils de parents parfaitement honnêtes, mais modestes, de la petite bourgeoisie new-yorkaise, il a passé sa vie à essayer de s'infiltrer partout dans la bonne société, et avec un entre-gens certain et avec un talent certain qui fait que, par Ghislaine Maxwell, il a pu pénétrer la bonne société britannique, il a pu se trouver en contact avec des gens de la haute société puis de la famille royale, et à chaque fois il exploite des gens, évidemment, comme toujours, qui ont des faiblesses. C'est-à-dire que les gens modestes, normaux, ne le savent pas, mais rien n'est plus isolé qu'un grand chef d'entreprise. Il est menacé de partout, alors il passe sa soirée. Moi j'ai connu un chef d'entreprise français éminent, qui n'a rien à voir naturellement avec l'affaire Epstein, mais que je connaissais de près. Quand il était en mission à l'étranger, il passait la soirée dans sa chambre d'hôtel à regarder un film d'Arte en mangeant les cacahuètes du minibar, quoi. Et rien n'est plus sinistre que la vie de ces hauts personnages. Donc là, quelqu'un leur promet les Caraïbes, la belle vie, etc. Et donc certains se sont laissés avoir. Donc il avait quand même le don de repérer des gens qui étaient un petit peu isolés, qui se sentaient seuls. Il leur a dit, je vais vous proposer une petite activité. Et du coup, effectivement,
En plus de ça, j'ai longuement fréquenté les dirigeants de Scotland Yard puisque j'enseignais aussi en Grande-Bretagne dans un endroit où on assure la formation des analystes qui, après ça, font de l'analyse politique ou du renseignement en Grande-Bretagne. Et on m'a dit que le prince Andrew, celui qui s'est laissé avoir, pour dire les choses gentiment, il n'est pas forcément très malin, quoi. Oui. Un des hauts dignitaires de Scotland Yard m'a dit une fois effaré. Alors, à l'intérieur de Scotland Yard, il y a des unités spécialisées. Et il y en a une qui s'appelle SO10, SO10, Specialist Operations 10, et qui est chargée de la protection de la famille royale. Voilà. SO11, c'est les coups tordus. C'est un corps de police spécial affecté à la protection affecté à la famille royale. Mais qui est à l'intérieur de la police métropolitaine de Londres. Donc ils savent tout de la famille royale. Oui, de fait. Voilà, il les surveille jour et nuit. Hein, il les protège. C'est eux qui sont chargés de leur protection. Et l'un de ces beaux personnages de SO10 m'a dit qu'une fois, il avait vu le prince Andrew, alors plus que trentenaire, ayant près de 40 ans, éclaté en sanglots parce que une des domestiques avait égaré un de ses nounours. Ah oui. Voilà, donc il n'est pas forcément... oui. Nos amis anglais ont une expression, ils disent « ça n'est pas forcément l'ampoule la plus brillante du lustre ». Je ne m'attendais pas du tout à cette conclusion, Xavier Hofer. On est avec Xavier Hofer, vous êtes sur Sud Radio. Je reçois Xavier Hofer, auteur de Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture. On parlera, vous me direz ce que c'est que cette troisième culture. Appelez-nous au 0826 300 300. Depuis le temps que cette affaire défait, la chronique est sur le devant et à la une de tous les journaux, et qui passionne évidemment aujourd'hui l'opinion publique. On essaie d'en savoir plus parce que ça révèle finalement un dysfonctionnement sournois de notre vie politique et de notre vie économique qui permet aujourd'hui d'être éclairé et mis à jour. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. Je reçois Xavier Hofer, auteur de Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture aux éditions du Cerf. L'ouvrage est déjà de 2023, mais procurez-le-vous parce que je ne dis pas que vous aurez l'explication de tout. Enfin, en tout cas, vous aurez les préceptes qui ont conduit à la situation qu'on vit aujourd'hui et qui fait que cette affaire Epstein ou Epstein est devenue l'affaire du jour et à niveau mondial, international. Et j'ai ici en face de moi sans doute l'homme le plus averti, le plus éclairé, l'expert en la matière qui nous décrypte avec courage malgré tout, parce que vous soulevez des problèmes douloureux. Qu'est-ce que vous appelez l'âme damnée de la troisième culture? C'est quoi la troisième culture, Xavier Hofer? Je vais vous le dire, mais je voulais commencer par vous dire ça qui va permettre de poser le cadre. Cette affaire Epstein, la raison pour laquelle elle m'a tout de suite passionné, c'est que c'est une affaire comme il y en a une par siècle. C'est-à-dire que tout apparaît des travers de la société, tout ce qu'on soupçonne, là on en a la preuve, c'est sous nos yeux. Les connivences entre le haut niveau, la superclasse, les gens qui considèrent que le reste de la planète est constitué de dilotes et de petites gens sans intérêt qui se considèrent comme au-dessus des lois. C'est une affaire du niveau de la célèbre affaire des poisons sous Louis XIV. Ah oui, voilà. Donc affaire d'État historique. Voilà. Exactement. Affaire des poisons qui, stricto sensu, a empoisonné le règne de Louis XIV pendant 7 ans. Hein, voilà. Et on ne peut pas écarter que l'affaire des poisons aura une incidence très indirecte sur la suite de l'histoire de France. Ah, évidemment, avec une déstabilisation de la monarchie. Bien entendu, ça a amené à un isolement de la monarchie, et une monarchie isolée, c'est une monarchie fragilisée. Donc à la fin, c'est deux Louis plus tard, c'est Louis XVI qui a payé pour tout ça. Mais donc la troisième culture, qu'est-ce que c'est ? Jeffrey Epstein passe sa vie à essayer de rendre service à des gens riches et puissants pour protéger ce qu'il fait par en dessous, c'est-à-dire sa prédation sexuelle. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus riche et puissant dans les États-Unis de la décennie 2000 ? C'est naturellement les nouveaux milliardaires de la tech, les gens de la Silicon Valley, les gens des GAFAM, c'est-à-dire Google, Amazon, etc., Facebook, Microsoft, etc. Et donc tous ceux qui sont là-dedans ont une idéologie, c'est-à-dire qu'ils partagent une manière de voir les choses. Ils pensent que s'ils en sont arrivés là, et pour l'avenir, il faut s'inspirer des thèses. Donc ils essayent
de multiplier les think tanks, les sociétés d'édition, les émissions, les vidéos vantant le côté libertarien de la culture de Silicon Valley. Politiquement, ils sont quoi? Ils sont conservateurs. Libertariens. Oui, c'est pas des néocons, conservateurs. Non, pas du tout. Faut pas confondre, souvent on confond. Ils sont libertariens. Ils sont libertariens, les c'est-à-dire globalisateurs, évidemment, ils croient en la mondialisation puisqu'ils en sont le témoignage. Évidemment, c'est eux qui en bénéficient le plus. Mais surtout, la différence avec les néocons, c'est que les néoconservateurs, voilà, c'est que eux pensent que l'État est inutile et qu'il faut laisser une espèce de Herrenvolk, de peuple des seigneurs, de grands patrons, diriger les affaires dans une sorte de dictature tempérée par l'Internet. Voilà, exactement, ultralibéralisme. Parfaitement incarné par Trump aujourd'hui. Il est grand patron des États-Unis, comme il dirigerait une multinationale. Voilà, il considère que c'est ça l'important. Alors pourquoi l'âme damnée? Pourquoi en quoi Jeffrey Epstein est-il l'âme damnée on va dire des GAFAM? Allez, c'est l'âme damnée. 100 ans que ces gens-là avaient besoin de faire valoir leur cause, il s'est auto-proclamé le financier de leurs think tanks, et c'est ainsi qu'il a financé des études, des recherches, des instituts de recherche dans des universités absolument prestigieuses comme Harvard et le Massachusetts Institute of Technology, MIT, qui bénéficiaient des largesses à coups de millions de dollars. Et c'est comme il disait qu'il finançait ces institutions-là, c'est là où il a recruté des types comme Bill Gates, etc., pour lui contribuer, abonder ses donations, etc. Et donc le fait de financer toute cette espèce de propagande libertarienne, si vous voulez, l'a amené à recruter encore plus de milliardaires et en approcher d'autres. Vous expliquez bien qu'il a rencontré tout le monde. Il n'y a pas un grand nom de l'histoire économique récente des États-Unis depuis les 20 ou 30 années qui n'a pas, à un moment donné, ça peut être à différentes échelles, ça peut être une vraie amitié ou juste un coup de fil, mais il a à un moment donné contacté tout le monde. Alors il y a deux côtés extravagants. C'est sans doute la seule personne au monde à avoir eu officiellement dans les livres inscrits 17 rendez-vous en tête-à-tête avec le président des États-Unis. Ça n'arrive jamais, même le pape. C'est inédit, comme on dit, c'est inédit. Exactement. Donc, il rencontre 17 fois, c'est sur vous savez, on rentre pas dans la Maison Blanche comme dans un moulin. C'est clair. Donc quand vous y entrez, on vous demande vos papiers, votre nom, etc. Vous êtes sur un registre. Il figure 17 fois sur les registres de Bill Clinton à la Maison Blanche. Ça n'est jamais arrivé. Parlez-moi un peu des files. Ça veut dire qu'aux États-Unis, pour Jacques Lang, 671 traces d'échanges, ça veut dire que tout est noté, comptabilisé. En fait, quoi? Le numérique, l'informatique aujourd'hui a cet aspect particulier que tout est enregistré, tout est gardé. D'une part, ce qui n'était pas le cas sous Louis XIV. D'abord, en apparence, tout est falsifiable. Mais toute falsification se voit. Donc en réalité, c'est une société, c'est un panoptique, on voit absolument tout. Et deuxièmement, tout se conserve. Quand il fallait conserver des tonnes de paplard, vous vous rendez compte, là c'est des électrons, on met ça dans un serveur et puis ça reste indéfiniment. Donc c'est vrai. Et puis le deuxième côté invraisemblable, premièrement, c'est l'accès extravagant. Il y a sa photo à côté du pape quand même. Oui, voilà. Absolument. Il y a sa photo et ça, sur le trône. C'est vraiment lui à côté du pape. Oui. Donc, et le pape le reçoit de toute bonne foi comme étant un homme d'affaires. Voilà. Et puis quelqu'un qui faisait des bonnes œuvres. Donc, il est assis avec Ghislaine Maxwell sur le trône royal d'Angleterre, en train de rigoler, etc. Donc voilà, il avait accès à tout et à tout le monde. Et le deuxième aspect, c'est les rapports qu'il avait avec les milliardaires qui lui étaient proches, qui sont là aussi absolument extravagants. Un seul de ces milliardaires, qui s'appelle Leon Black, son nom a été rendu public, qui est à l'époque le PDG d'un des grands fonds d'investissement du monde, qui s'appelle Apollo Global Management. Leon Black, en quelques années, lui donne 170 millions de dollars d'honoraires. Alors, il se trouve que je vais aux États-Unis souvent, que je connais des consultants de haut niveau de Wall Street. C'est 2 ou 3 millions de dollars par an d'honoraires, 4-5 maximum, c'est pas 170. De même, les gens disent oui, mais c'est un agent des réseaux d'espionnage, etc., de services de renseignement à droite et à gauche. Rendez-vous compte, là aussi je connais des gens qui s'occupent de ce genre d'affaires en Israël. Je leur ai demandé l'affaire des beepers du Hezbollah. C'est-à-dire... quand ils ont fait exploser les portables des responsables du Hezbollah au Liban. Je leur ai dit... Je vous demande pas de me donner des détails. Une opération comme ça, à monter, ça coûte combien?
ça coûte quelques millions de dollars, ça n'en coûte pas 170. Donc les sommes qu'il a récoltées et ramassées au fil des années sont extravagantes et incompréhensibles, même à l'échelle de ce qui s'échange comme argent pour faire du renseignement. Mais ça veut dire quoi? Il inspire la confiance, il rassure les gens, on se dit ce type est formidable, je peux me lancer dans une aventure avec lui, une opération financière. Il y a le fait qu'il donne des conseils aux gens et que petit à petit, il les attire dans un espèce de monde qui font qu'ils deviennent son obligé. Mais des bons conseils, parce que sans ça, il serait tout de suite évacué. Oui, mais là où il y a encore même quelque chose qui échappe à tout le monde, c'est que les milliardaires qu'il a fréquentés, il y a des noms qui circulent, le patron de Victoria's Secret, vous savez, la marque de lingerie féminine qui a cette espèce d'immensité de magasins dans tous les centres commerciaux avec des choses de mode comme Victoria's Secret, des trucs pour l'aménagement de la maison, Crate and Barrel, etc. Donc ces gens-là, il a avec eux des rapports qui portent sur des millions et des dizaines et parfois des centaines de millions de dollars. Xavier Roffer, avant de franchir l'Atlantique, de revenir en Europe et en France, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, c'est l'Epstein, le phénomène Epstein en France, parce qu'il est en train de marquer, il est en train d'ouvrir des perspectives plus ou moins inquiétantes. Qu'est-ce qui le motive? Quelle est la pile à l'intérieur de lui qui fait qu'il a cette énergie, cette capacité? On parlait tout à l'heure, c'est un prédateur sexuel. Ça peut pas être que ça. Il y a aussi un intérêt politique. Il sent qu'il pèse, il sent qu'il est influent. Non, je pense sincèrement que tout le reste, hors la prédation sexuelle, relève du camouflage. C'est-à-dire qu'il faut que son réseau social soit si brillant et si illustre que ça noie tout le reste et que ça fasse oublier tout le reste. Vous vous souvenez, pendant le crack de Wall Street, on disait des grandes banques américaines too big to fail, oui, trop grosses pour qu'on les mette en faillite. Eh bien lui, voilà, il fallait qu'il soit trop illustre pour qu'on ose s'attaquer à sa prédation sexuelle. Je crois que c'est ça le motif essentiel. Et ça a marché finalement. Extraordinairement bien, parce que je vous dis, pendant plus de 20 ans, pas un mot dans les grands médias. Attendez, vous êtes en train de m'expliquer clairement que son génie financier, ses réseaux, les relations qu'il arrive à établir, les gens qu'il arrive à séduire, à convaincre, c'est un camouflage qu'il met en place pour satisfaire sa pulsion sexuelle. Et un système de récolte de fonds pour continuer à pouvoir assurer, parce que naturellement ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Rien ne coûte plus cher, quelle que soit la forme qu'elle est, c'est-à-dire que ce soit dans le domaine du terrorisme, que ce soit dans le domaine de l'espionnage ou que ce soit dans le domaine de la vie privée, rien ne coûte plus cher que la clandestinité. Non mais écoutez, parce que ça c'est important, les gens ne le savent pas. Quand vous perdez, vous, citoyen normal, honnête, votre carte d'identité, vous allez à la mairie, on vous en fait une autre. À la limite, si c'est un passeport, on va vous demander 40 €, 50 €. Mais quand vous êtes clandestin, des papiers de bonne qualité, ça va vous coûter des milliers de dollars ou d'euros pour vous en faire refaire d'autres. Donc, chaque fois que vous avez des activités clandestines, tout vous coûte 100 fois plus cher. Donc, Epstein a besoin de ces centaines de millions de dollars pour bien sûr entretenir son train de vie et lui permettre de financer des opérations illicites de recrutement de jeunes filles, de calmer des maîtres chanteurs, de se ménager des bonnes grâces à droite et à gauche. Et donc, c'est pour ça qu'il a besoin de ces centaines de millions. Ce maquillage coûte cher. Exactement. 2, 3, 4 vies différentes et il est obligé d'avoir des moyens financiers. Vous restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio, je reçois Xavier Roffer, vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso va prendre votre appel. Je suis persuadé que vous avez des questions à poser parce que dans cette nébuleuse d'informations et puis il y a un rebondissement tous les jours et on prend les dimensions planétaires de cette tragédie, de ce scandale. Je suis sûr que vous avez des questions à poser, on vous attend au 0826 300 300. Je reçois notre ami Xavier Roffer, auteur de Jeffrey Epstein, l'âme damnée, la troisième culture. Donc on a compris que la troisième culture c'était les GAFAM. Donc on a ce lien quand même entre cette nouvelle globalisation de la high-tech, cette globalisation financière et un monstre, un génie. Xavier Roffer, j'étais en train de vous dire hors antenne, c'est un phénomène inédit. On n'a jamais vu ça. Vous faisiez allusion au scandale des poisons sous Louis XIV. On a eu d'autres scandales dans l'histoire de France, l'affaire Stavisky. C'est rien à côté de l'ampleur de l'affaire Epstein. Et vous me dites,
Pour l'instant, on en sait beaucoup, mais sur le volet financier, il y a un mystère. Comment il a pu s'enrichir ou séduire de tels financiers? Vous nous dites, attendons-nous à apprendre d'autres choses. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a encore des éléments qui manquent. On ne sait pas à quoi servaient les 3/4 de l'argent qui raflait à des milliardaires, disant pour des bonnes causes ou pour ceci ou pour cela. Je vous dis, vous avez un seul des milliardaires en question, j'ai déjà fait allusion tout à l'heure, qui était le patron d'un des grands fonds d'investissement de Wall Street, les AGM, qui s'appelait Apollo Global Management, oui. 170 millions de dollars de la part de ce seul individu. Et quand on pose la question à l'individu en question, en lui disant, monsieur, les journalistes, les cabinets d'avocats lui disent à quoi ça a servi, il dit, je sais pas, j'avais confiance, il me donnait des conseils. Personne au monde ne donne 170 millions de dollars à quiconque pour des conseils, quoi. Ça n'existe pas. Je ne vais pas faire de comparaison déplacée, mais c'est de l'ampleur d'un Alexandre le Grand ou d'un Napoléon. Je veux dire, c'est gigantesque, cette capacité à durer dans le temps, cette pieuvre, les tentacules qu'il met partout, tout ça pour une finalité qui est... Alors, le registre, le public, si j'ose dire, l'entourage était beaucoup plus réduit. C'était la bonne société new-yorkaise au départ. Mais comme c'est une ville-monde, ça s'est répandu après ça sur la planète, et notamment en France. On va venir en France. Nous avons Martial qui nous appelle de Tarbes. Bonjour Martial. Bonjour, merci de permettre de poser la question. Allez-y, Martial. Je demande directement la question à Xavier Hofer, parce que Thomas Massie, est-ce que aussi Monsieur Xavier Hofer, pouvez préciser qui est-il, vient de dire récemment que les documents Epstein, il y a des documents qui disparaissent au jour le jour, ainsi que la journaliste récemment interviewée sur France Culture, qui a précisé qu'il y avait des documents qui concernent un très haut politicien français qui disparaissent chaque jour. Donc comment est-ce que c'est possible que des documents disparaissent, et est-ce qu'ils disparaissent pour toujours ou est-ce qu'ils sont quelque part? Voilà ma question. Est-ce qu'ils disparaissent vraiment, déjà, pour commencer? Est-ce qu'ils ont existé? Alors, il faut comprendre une chose d'abord qui explique tout au niveau du cadre général, et après ça je viendrai aux précisions. La justice américaine, c'est le pire bazar au monde. Ah bon? Pourquoi? Parce que, on est en 2026, on trouve encore des documents perdus de l'affaire Kennedy qui remontent à 1963, on en retrouve toutes les semaines. Hein. Donc, pourquoi? Parce que... ils existent, donc ils sont quelque part et on les retrouve. On les retrouve, mais 30 ans, 40 ans, 50 ans après. En France, ils auraient pu disparaître totalement. Bon. Voilà, donc, premier cadre, la justice américaine a 10 niveaux différents. Vous avez le niveau de la ville, le niveau de la zone géographique de l'État, vous avez le niveau de l'État, vous avez le niveau fédéral, c'est-à-dire le FBI et le ministère de la Justice, et donc là-dedans, vous avez des organismes qui se marchent sur les pieds les uns les autres, mais historiquement, hein, c'est un pays trop grand par rapport à une justice ordonnée et en bon ordre, et là-dedans, vous avez par exemple, sur toute l'affaire Epstein, je sais, j'ai des amis au ministère de la Justice des États-Unis, à Washington, le nombre total de pièces estimées, on n'en a pas la précision à un près, mais est de 5,5 millions de pièces de justice. 5,5 millions. On en a publié jusqu'à présent 3,5 millions. Et là-dedans, il y a une infinité de doublons, car quelle est la hantise de tout ministère de la Justice au monde, de tout état de droit? C'est la pièce qui disparaît et qui oblige à annuler tout le procès pour des histoires de procédure. Donc voilà. On copie s'il faut, on copie. Chaque fois qu'on a un papier entre les mains, on en fait une copie par précaution. Donc ça prolifère, ça métastase, et donc à l'heure actuelle, un cochon n'y retrouverait pas ses petits, quoi, premièrement. Donc voilà le contexte général. Deuxièmement, le ministère de la Justice des États-Unis, à l'heure actuelle, au moment où on se parle, est soumis à des injonctions contradictoires. Il y a des élus, des représentants ou des sénateurs qui disent qu'il faut tout publier, et d'autres, ou les mêmes, qui disent qu'il faut protéger les victimes. Donc il faut que les 5,5 millions de documents, et en tout cas les 3,5 millions publiés à ce jour, soient revus un par des êtres humains, parce qu'on n'a pas le temps de créer une intelligence artificielle qui le ferait, ça prendrait des mois, donc ça pourrait, mais pour l'instant c'est pas au point. Oui, c'est pas au point. Donc des gens doivent vérifier sur chaque mail, sur chaque morceau de papier
publié par la justice américaine s'il n'y a pas le nom d'une victime ou le nom d'un témoin protégé. C'est ça qui explique les caviardages. Mais c'est gigantesque. Alors, oui, le ministère de la Justice, à l'heure actuelle, a plusieurs centaines de gens qu'il a été obligé d'engager qui ne font que ça du matin au soir et même, vu le rythme de travail, une partie de la nuit. Donc là-dedans, il y a des pièces qui apparaissent un jour, disparaissent le lendemain. C'est moins une conspiration immense qu'un gigantesque boxon, pour appeler les choses. Ça ne veut pas dire quelquefois, on va peut-être mettre de côté quelque chose de trop gênant, mais il peut y aussi y avoir dans ce fatras il y a un désordre absolument énorme. Donc ça, c'est le contexte. Bien sûr. Et là-dedans, bien entendu, rien n'est plus politique que la justice. On essaye sans doute, quand on est un État un peu centre de pouvoir républicain, de mettre plus des démocrates dans la crotte, et ça serait l'inverse si c'était dans l'autre sens, si vous voulez. Donc ça, le monde n'est pas peuplé d'anges ni d'enfants innocents. Hein. Nous avons Patrick qui nous appelle de Bègle. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Vous aussi, vous êtes captivé par l'affaire Epstein, je suppose. Oui. Captivé, mais c'est oui. Enfin, on est interpellé. En tout cas, on est interpellé. Oui, ça c'est clair. Voilà. Donc moi, j'ai regardé le documentaire Netflix dédié à cette affaire-là. Oui. Qui comporte 4 épisodes. Et à un moment, il est dit que, c'est une question qui est posée à Jeffrey Epstein au tribunal, je crois, le fait que apparemment 3 gamines de 12 ans arrivant directement de France auraient été livrées donc à Jeffrey Epstein et seraient reparties en France le soir même ou le lendemain. Voilà. Et donc il n'y a pas de réponse dans le documentaire, bien sûr. Et je voulais savoir si M. Hofer avait entendu parler de ça. Oui, il y a eu pas une, mais plusieurs affaires semblables, et les très très jeunes filles, les enfants en question, provenaient non pas de France ou de pays d'Europe occidentale, pays où elles n'avaient fait que transiter, mais provenaient de quelque part en Europe de l'Est, dans les pays les plus pauvres d'Europe de l'Est, et hélas, dans au moins un des cas, les parents eux-mêmes avaient vendu les petites filles en question contre de l'argent, quoi. Voilà. Donc, il faut chercher l'origine de ces problèmes-là dans la zone généralement connue sous le nom des Balkans, et je n'entrerai pas plus dans les détails pour calomnier personne, mais ça venait de là-bas, quoi. Où des réseaux mafieux sont installés, y compris pour le trafic trafic pédophile, exactement. Pédophile. Alors, bien entendu, le fait de ce qu'on appelle corruption ou détournement de mineurs, dans tous les pays du monde, et y compris pour Jeffrey Epstein, ça, et surtout en bande organisée, et surtout répétitivement, dès 2007, quand il est arrêté la première fois en Floride, il devait mérité, il aurait dû être condamné à 40 ans de prison, d'après les lois de l'État de Floride. Il s'en est tiré avec 18 mois de semi-liberté, dans lequel il a passé 13 mois dans une espèce de centre de rétention du bureau du shérif local, et l'argent aidant, il avait transformé les gens du bureau du shérif en ses gardes du corps, et il recevait dans sa cellule d'autres jeunes filles. Vous voyez que ça n'a pas été fait très sérieusement. Alors, il y a un paradoxe. Vous allez me dire, c'est pas un paradoxe. Il y a des affaires scabreuses, il y a de la pédophilie, quelque part même un peu, quelquefois du kidnapping. Donc ce sont des crimes au terme de la loi. Oui, à notre connaissance, il n'y a pas de mort. Personne n'a été tué à un moment donné, ou ça, on n'en est pas sûr non plus. Alors, dans l'entourage de Jeffrey Epstein, à commencer par lui-même, il y a quand même des affaires qui sont troublantes. Sous Bill Clinton, l'accès à la Maison Blanche était régi par un bureau, et quelqu'un donnait l'autorisation d'entrer en contact avec le président ou pas. L'individu en question, qui était rattaché donc à ce qu'on appellera en France le cabinet de Bill Clinton, revient dans la société civile une fois que Clinton n'est plus le président. Et donc, un beau jour, dans l'endroit où il vivait à ce moment-là, on l'a retrouvé soi-disant suicidé, mais l'arme était à 3 mètres de lui, etc. Alors, c'est pas à 100%, et il y a plusieurs morts bizarres de gens qui ont eu des cancers foudroyants et qui sont morts tout de suite. On ne peut pas affirmer, c'est
c'est pas un homicide, c'est pas comme si on les avait trouvés avec une balle dans la tête. Voilà. Et, voilà. Mais il y a eu des affaires troublantes et bizarres dans son entourage même. Ni de victimes, alors de victimes sexuelles qui auraient été tuées parce qu'elles se seraient débattues. Il y a eu un suicide. C'est-à-dire une des jeunes victimes, mais sur plusieurs centaines, on en est sans doute à plus de 1000 à l'heure actuelle, avérées, c'est-à-dire de victimes sexuelles. De victimes sexuelles. Voilà, mais on n'a pas 10-15 cadavres qui manquent. Non, il y a un suicide. Une jeune femme, là aussi, venue des pays de l'Est, qui s'est jetée par la fenêtre à New York quelques années après parce qu'elle n'avait pas supporté ça. Mais c'est une mort indirecte d'une part, mais il n'y a pas d'homicide en proprement parler. Vous n'êtes pas étonné quand même, Xavier Hofer, vous qui avez côtoyé des sphères de pouvoir, que ce soit en Russie, que ce soit aux États-Unis, vous voyez bien quelles précautions l'on prend, la méfiance, bien que ce sûr. soit les milieux financiers et les milieux politiques, la porosité dont a bénéficié Jeffrey Epstein pour pénétrer même en France. Non, N'importe qui lui répond. Les portes s'ouvrent devant lui. Il était dans un milieu, vous savez, les États-Unis, d'abord, ont une grosse influence sur le reste du monde, le soft power, c'est-à-dire le pouvoir. On y est là. Voilà, on est en plein dedans. Et deuxièmement, aux États-Unis, l'argent efface tout. C'est-à-dire que quand vous êtes au sommet, que vous êtes très riche, vous êtes accepté. Je vous signale, là non plus, j'entrerai pas dans les détails, mais le gouverneur d'un des très grands États des États-Unis qui fait la balance chaque fois qu'il y a une élection présidentielle. Oui, on va venir. Voilà. Donc, pas loin d'une ville qui est célèbre pour son influence mafieuse. Oui. Cet individu-là est le petit-fils ou l'arrière-petit-fils du financier de la famille de la mafia locale, quoi. Donc, vous voyez que vous accédez, l'argent blanchit tout. Donc, implication totale. Oui, voilà, c'est une société dans laquelle la justification de tout, c'est le nombre de dollars que vous avez sur votre compte en banque. Le dollar est une carte Alors, de visite. à partir du moment où vous avez votre avion privé, votre hôtel particulier, pas loin de la 5e avenue, que vous êtes riche et puissant, que vous faites partie des clubs qu'il faut, etc., vous accédez à tout. Ça ouvre des portes. À toutes. Ça ouvre des portes. Toutes, même celle de la Maison-Blanche, 17 fois sous Clinton. Ça, c'est un phénomène quand même qui est typiquement américain. Oui, mais à partir de ce moment-là, vous avez accès à la bonne société britannique, et à partir de la bonne société britannique, qui est une famille royale, etc., vous accédez au reste de l'Europe. Et même en France. Vous savez, on a tous les plans de vol de son avion, qui, pour que nul n'en ignore, a été baptisé Lolita Express, Son avion volait, circulait, il n'arrêtait pas d'aller d'un point de la planète à l'autre. Et les deux endroits en dehors des États-Unis qui fréquentaient le plus assidûment, premier, Londres, deuxième, Paris, quoi. J'ai la trace de plus de 40 vols sur Paris en quelques années. Xavier Hofer, on va aller sur cette piste que vous nous offrez là, la piste de Roissy, d'Orly et de Heathrow, pour comprendre, on va venir comprendre le phénomène Epstein en France. Vous restez avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300, je suis avec Xavier Hofer, qui est en train de nous décrypter de façon magistrale, inattendue, avec quelques révélations, les dessous de ce scandale international et historique. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Notre dernière ligne droite est celle d'une piste d'atterrissage. Vous nous parliez juste avant, Xavier Hofer, des plans de vol de Lolita, qui est l'avion de Xavier, décidément, si je commence à vous confondre avec Einstein, on va pas être copains, de Jeffrey Epstein. On a la traçabilité, si je peux m'exprimer ainsi, c'est pas de l'aliment. Donc, Londres, Heathrow, bien sûr, et aussi Paris, il vient en France. L'affaire qui défraye la chronique aujourd'hui, c'est Jack Lang. Alors, j'étais en train de vous poser la question en antenne, est-ce qu'il est en train de payer pour tout le monde? Vous me dites quand même. Et les dossiers commencent à s'accumuler, lui et d'autres, bien entendu, mais il est quand même au devant de la scène, là, pour le coup. Oui, c'est-à-dire que, plusieurs décennies, qu'à plusieurs reprises, le nom de Monsieur Lang a été prononcé dans des histoires scabreuses, et donc, à la fin, il y a un effet chasse d'eau, quoi, ça s'accumule jusqu'au moment où tout le monde tombe ensemble, Donc, là, je crois que c'est peut-être le match de trop, quoi. Qu'est-ce que Epstein est venu faire en France? Il y a aussi du gibier pour lui, entre guillemets, des intérêts, des enjeux, des réseaux. Oui, il avait d'abord le terme d'appartement ne décrit pas le dixième de ce que c'était, puis ça faisait, je crois, 800 mètres carrés, l'avenue Foch.
une espèce d'étage de demeure et tout. Et donc là-dedans, il y avait des soirées, il y recevait des comparses, il y invitait des jeunes femmes, il y avait une salle de massage d'ailleurs, parce que c'est comme ça que ça débutait. Il aime se faire masser, hein. Ça fait partie de sa libido, le massage. Ce sont des massages sexuels, bien entendu. Bien sûr, on avait compris. On est plus proche de la Thaïlande que du Vatican, si vous voulez. Voilà. Bon, oui. Donc c'était ce qu'il faisait. Et puis il avait un correspondant sur place qui s'appelait Monsieur Brunel, qui a été inquiété en 2019, juste après la mort de Jeffrey Epstein et son, ouvrez les guillemets, suicide, fermez les guillemets. Vous avez un vrai doute? On ouvre c'est la pas moi parenthèse. qui l'ai. Moi, je suis criminologue, donc je lis les avis des médecins légistes. Les médecins, le frère de Jeffrey Epstein, Mark Epstein, a recruté le plus grand médecin légiste de la côte est des États-Unis. Un homme qui a accès à toutes les télévisions, qui a fait 20 000 autopsies dans sa carrière, qui a été au service de la police de New York, du procureur de New York, etc. Donc c'est une gloire là-dessus. Et le monsieur en question dit expressément que tous les signes, il a autopsié Jeffrey Epstein à la demande du frère de Mark, le frère de Jeffrey. Il l'a autopsié, il dit que les signes qu'on repère sur le corps humain, par exemple les veines de l'iris de l'œil qui sont éclatées, le fait que la pomme d'Adam soit écrasée, le fait que quand on se pend, le sang cesse de couler dans le corps quand on meurt et le sang descend dans les membres inférieurs et donc les chevilles et le bas des mollets est noirâtre ou brunâtre. Rien de ça ne correspond et d'après ce médecin légiste, les signes de sa mort, il dit j'ai autopsié 1000 pendus et 1000 gens qui avaient été étranglés. Qu'on avait étranglés à la main, et les signes représentent beaucoup plus l'étranglement que la pendaison. À la main, voilà. Parce que la version officielle c'est pendaison. Ouais. Or, les symptômes du médecin légiste, les symptômes médicaux ne ressemblent beaucoup plus à un étranglement, à une strangulation, exactement, une strangulation. Qu'à une pendaison. Voilà. Et en plus de ça, aussi comme criminologue, nous on se fonde sur des statistiques, vous savez. Et peut-être 6 mois avant, dans la maison d'arrêt où il se trouvait, Manhattan Correctional Center, on avait fait un audit complet de l'outil indispensable dans toute prison, c'est-à-dire les caméras de surveillance. Oui. Tout était impeccable. Les 2 fois où Jeffrey Epstein fait une tentative de suicide, la première ratée, la deuxième réussie, à ce moment-là, et uniquement, la seule caméra qui est en face de la porte de sa cellule tombe en panne. Est en panne. Alors, statistiquement, ça veut dire que si vous passez en voiture à côté de l'aéroport de Roissy, vous vous ramassez un 747 sur le toit de la voiture. C'est pratiquement impossible. La probabilité. Xavier Hofer, quand on arrive à des suicides, entre guillemets, la bande Abadère a été suicidée aussi, vous vous souvenez, ils se sont suicidés. Stavisky, le titre du Canard enchaîné, c'était Stavisky s'est suicidé d'une balle qu'on lui a tirée à bout portant. Lorsqu'il y a suicide dans une prison d'État, ça veut dire qu'il y a une intervention de l'État. C'est pas des mafieux qui sont introduits de nuit en se déguisant en petites souris qui sont passés au travers. Pas sûr. Il y a des prisons aux États-Unis qui sont sous le contrôle des criminels. Ça existe. On a vu, par exemple... Vous décomplottisez la mort probable, involontaire de tout ce que je vous dis provient des rapports de la justice américaine. Bien sûr. Pas de racontard. Donc il y a une porosité de la prison qui fait qu'un individu mal la prison où il était, indépendamment des services... tout et pour tout, en 40 ans d'existence de ce Manhattan Correctional Center, MCC, il y a eu un suicide. Et c'était un mafieux d'ailleurs, qui n'a pas supporté sa détention et qui a mis fin à ses jours, en s'étouffant. Mais, en dehors de ça, jamais. En plus, c'est une prison fédérale, c'est-à-dire que le personnel est sous serment, etc. Et donc, il y a eu dans cette histoire-là une quantité d'invraisemblances d'histoires, mais... pardon du terme, de corne-cul. Voilà, la caméra qui tombe juste en face, on comprend pas, alors on avait perdu les films, on les a retrouvés. Non mais, on y est demain matin si je vous dis tout à la queue leu. Voilà, donc c'est simplement hautement invraisemblable. En plus de ça, le principal témoin, qui meurt aussi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes des États de droit. Les États-Unis, la France, une quarantaine de grands pays dans le monde sont des États de droit où la loi est aussi rigoureuse que possible s'agissant des imperfections de l'espèce humaine. Quand il y a
un mort dans une cellule, quand un gardien de prison s'approche d'une cellule, regarde par l'œilleton et voit un corps par terre. Par le Judas. Les normes sont strictes. Vous n'avez même pas le droit de toucher à la porte parce qu'il peut y avoir de l'ADN dessus ou des empreintes. Il faut reculer et considérer que dès ce moment-là, la cellule entière est une scène de crime et il faut faire venir des gens qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire pour faire un procès-verbal rigoureux et admissible par la loi. Or là, que se passe-t-il quand un gardien voit Jeffrey Epstein par l'œilleton allongé par terre? Il ouvre la cellule, il tripote le corps, qui est rigoureusement, formellement et définitivement interdit, et il commence à le déplacer, il le met sur un brancard, il l'envoie à l'hôpital du coin dans l'idée... Alors, à l'hôpital du coin... Oui. Non, mais il est mort. Il est mort depuis, si ça se trouve, 3/4 d'heure ou 1 heure. Et donc, il l'envoie là-bas, à l'hôpital. Les gens les envoient promener en disant, mais non, on n'a pas la capacité de ressusciter les gens, rapportez-le. Et ce qui est l'histoire la plus dingue là-dedans, c'est qu'il y a un site sur Internet aux États-Unis, un forum qui s'appelle 4chan, la lettre 4 et CHAN, qui est le site favori des complotistes, des gens vous savez, qui croient que les petits hommes verts vont venir de la planète Mars pour coloniser la planète et Washington. Et donc, sur le site de 4chan, 1 heure avant que le premier journaliste ne dise il y a un bruit qui circule comme quoi Epstein est mort, il y a un type qui publie un truc en disant « Screen cap this, faites une copie d'écran tout de suite parce que ça va disparaître, on vient de trouver Epstein mort, il était à l'hôpital et il est mort ». On n'a jamais su quelle était la source. Alors naturellement, c'est du pain béni pour tous les complotistes. Bien sûr, bien sûr. Donc, cette affaire est infiniment suspecte. Ghislaine Maxwell ne croit pas 1 minute, le frère de Mark Epstein, le frère de Jeffrey, ne croit pas 1 minute au suicide. Et il y a un autre suicide, celui c'est le principal témoin qui est qui meurt aussi. Aux États-Unis ? Oui. Ah non. Ou c'est en France? Non, c'est Brunel. C'est Brunel, voilà. Brunel. Mais Brunel, c'est un vrai suicide. J'ai eu des élèves, des étudiants dans la pénitentiaire. Vous dites que c'est un vrai suicide, Brunel? Non, c'est pas moi qui le dis, c'est les gardiens de la prison de la santé. Vous pour le considérer comme je connais bien des gens du milieu pénitentiaire, et Brunel était effondré, il avait déjà fait 3 tentatives de suicide, et il avait écrit une lettre annonçant son intention de se donner la mort, et la seule raison pour laquelle il a pu finalement arriver à ses fins, mais il s'est suicidé lui-même, c'est le manque de personnel dans les prisons françaises, qui est un problème général. Il devrait y avoir 30 000 gardiens de prison dans les prisons françaises, il en manque 4 000, alors comment voulez-vous que ça marche, hein? Donc, mais Brunel, oui, c'est un vrai suicide. C'est-à-dire que des gens indéniables que je connais personnellement, les yeux dans les yeux, me l'ont dit. Donc ça, c'est à peu près sûr. Epstein, les gens que je connais aux États-Unis, même du ministère de la Justice, disent oui, on parle d'autre chose, quoi, quand même. Ils sont pas très fiers. Tel que l'affaire se présente aujourd'hui, au vu de ce qui est aujourd'hui à notre disposition comme information, vous craignez quoi? Que ça puisse s'étendre à du scandale politique, ou on est au bout de l'affaire là? On constate que ça part dans tous les sens. On met les Russes, on met les Israéliens, on met tout le monde. Donc tout le monde fait un peu sa petite ratatouille autour de ça. On va chercher à noyer peut-être un petit peu. Oui, c'est ce que disait Charles Pasqua. Il dit quand on peut pas nier qu'une affaire existe, on la complique jusqu'au moment où elle devient incompréhensible. C'est un peu à ça qu'on assiste. Alors il y a des développements. Il y a par exemple un diplomate français qui était fréquemment en contact avec lui, et le diplomate français qu'on dit avoir sanctionné. Oui. Alors j'ai des doutes, puisque quand il a été rapatrié d'urgence des États-Unis pour une histoire, dit la police américaine, à la main de M. Haro, qui en l'occurrence a réagi comme tout chef de mission l'aurait fait, mais l'individu en question, une fois qu'il est rentré en France, il a eu accès à des postes dans la diplomatie qui obligatoirement sont assortis d'une habilitation au secret défense. Alors, pourquoi je sais ce que c'est qu'une habilitation au secret défense. On la donne pas à n'importe qui, n'importe quoi, surtout à des gens fragiles qui pourraient faire l'objet d'un chantage. Pourquoi ce diplomate français a-t-il été mis à des postes impliquant une habilitation au secret défense, assez rare au Quai d'Orsay, pour les années qui ont suivi. Cette histoire n'est pas claire non plus. Donc je pense que ça va se déplacer un peu à l'heure actuelle. Le ministère des Affaires étrangères devra donner au minimum des explications. Cher Xavier Hofer.
Monsieur Haro l'a dit, regardez, le ministère des Affaires étrangères, c'est eux que ça, maintenant c'est eux que ça concerne. Il l'a dit hier soir. Xavier Hofer, je suis persuadé que je serai amené à vous réinviter si vous voulez bien venir, parce qu'il y aura évidemment des suites à cette affaire Jeffrey Epstein, et on aura besoin de votre lucidité, de votre expérience pour décrypter cette situation inédite. C'est peut-être le plus grand scandale de l'histoire du XXe siècle, en tout du cas. XXIe siècle débutant. Bien sûr. Effectivement, ce sera avec plaisir. Merci d'avoir été sur Sud Radio aujourd'hui. Moi, je vous dis à lundi pour un prochain France dans tous ses états. Et là, je vous laisse en compagnie de Brigitte Lahaye.